Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. L'Agora est heureuse de vous accueillir pour sa 4e conférence de la saison 2017-2018. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir à notre tribune M. Herman Van Rompuy. Ancien économiste de la Banque nationale de Belgique, M. Herman Van Rompuy est le premier président permanent du Conseil européen de 2010 à 2014 et Premier ministre belge de 2008 à 2009. Son élection prend place 2 ans seulement après la crise des subprimes, dans un climat tendu en Europe. En effet, de nombreuses questions sont soulevées concernant le futur de l'Union européenne face à la montée inexorable du populisme, une crise migratoire de plus en plus importante, la menace terroriste et plus récemment, par le Brexit. La confiance n'est aujourd'hui plus au beau fixe et à ce propos, M. Rompuy avait déclaré à l'issue de son second mandat en 2014, qu'instaurer la confiance était peut-être la mission la plus importante d'un président du Conseil européen. C'est donc, fort de cette expérience, qu'Herman Van Rompuy nous livrera son analyse de ces sujets brûlants de l'actualité et tentera d'apporter des réponses à des questions que nous nous posons tous. Quel avenir pour la construction européenne ? Quelles réponses apporter aux préoccupations économiques et sociales ? Comment l'Europe peut-elle riposter en matière de sécurité et de défense face aux nouvelles menaces? Comment doit-elle faire face à la crise migratoire? Autant d'interrogations réunies en une seule. L'Aude est-elle vraiment à la joie? Avant de laisser place au débat, l'Agora souhaite remercier l'EDEC, la régie et l'équipe des appariteurs pour leur aide logistique. L'Agora souhaite également remercier ses partenaires, le Crédit du Nord, la Manufacture, Grand Lille TV, le Journal des Grandes Écoles, la Croix du Nord, le Furet du Nord, LDEC France, Exco Douai et PwC pour leur confiance. Je vous prie à présent d'accueillir M. Herman Van Rompuy. Bonsoir, M. Herman Van Rompuy, et merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer le débat, nous allons laisser Paul délivrer notre traditionnel billet d'humeur, puis nous diffuserons un micro-trottoir qui donnera un aperçu de la réaction des Lillois face à votre parcours et à votre expérience. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Herman Van Rompuy, 70 ans, 1m75, yeux bleu-gris, est porté disparu de la scène européenne depuis 2014. Il a été aperçu pour la dernière fois vêtu d'un costume bleu marine dans la région d'Etterbeek en compagnie de son frérot Nigel Farage. Cher public, pour vous faire l'honneur d'accueillir M. Rompuy ce soir, l'Agora a dû remuer ciel et terre. Des côtes du Péloponnèse aux steppes russes, de Bruxelles à Lambersart. L'histoire que je vais vous raconter ce soir bafoue toutes les règles de la morale démocratique et nous renvoie aux origines les plus sombres de l'histoire politique. Tout commence avec votre élection à la présidence du Conseil européen. Élection un peu plus démocratique puisque vous avez été élu par 27 voix. Une majorité écrasante quand on sait que l'Union européenne compte 512 millions d'habitants. D'après Claire Grevet, professeur à l'EDEC, votre ratio de participation s'élève donc à 0,00005%, soit autant de zéros que votre dernière fiche de paie à la présidence. Notre enquête s'est alors poursuivie sur les réseaux sociaux. Elle s'avéra compliquée, notamment du fait de la lenteur des services informatiques, au moins aussi efficaces que ceux de l'EDEC. Oui, Monsieur Rompuy, trouver des informations sur vous n'a pas été une tâche facile. On comprend mieux pourquoi vous avez déclaré « Tout être humain doit choisir entre l'absurde et le mystère. Moi, j'ai choisi le mystère. » Aucun compte Twitter, aucune publication Facebook, mais un blog exceptionnel
dont vous disiez vous-même qu'il vous avait sauvé la vie. Nous sommes par la suite allés interroger les gens dans la rue, le peuple que vous, comte Herman Achille Van Rompuy, devez souvent côtoyer. Un nostalgique nous a d'ailleurs confié « Oh Rompuy, si tu savais comment le budget, tu l'as sauvé. Ah Johnny, l'idole des jeunes. » Vous ne partagez pas seulement avec lui la nationalité, mais aussi une certaine sensibilité. En témoigne votre amour pour les haïkus, ces petits poèmes japonais de 3 lignes. Tout de suite, un extrait que vous avez vous-même composé. Cheveux dans le vent rattrape les années. Partis les cheveux. Outre le problème d'alopécie, préoccupation numéro 1 de l'étudiant en école de commerce, les haïkus vous ont suivi toutes vos années, ce qui ne devait pas être très facile pour votre entourage. Tout de suite, reportage à Lambersart, 1957, école maternelle JCVD. Herman est alors en primaire, Patricia fait l'appel. Benjamin ? Présent. Herman ? Le petit Herman se lève. Au creux du printemps, la récré est terminée. Maîtresse, je suis là. Inconnu, mais pas incompétent. Vous avez réduit fortement le déficit budgétaire de votre pays et avez rendu plus belge la vie de vos concitoyens. Leader européen, vous êtes également utopiste, comme lorsque vous déclarez tout récemment que le Brexit est réversible. Mais n'est-ce pas là, après tout, la moindre qualité d'un europhile ? Les Européens sont-ils voués à méconnaître les institutions européennes ? L'Écosse, la Catalogne, l'Angleterre, l'Union européenne saura-t-elle rester unie ? L'Europe pourra-t-elle continuer à accueillir les populations migrantes ? La France pourra-t-elle décrocher un jour une place dans le top 10 de l'Eurovision ? Toutes ces questions sont pour l'instant sans réponse et nous sommes heureux de vous avoir ce soir pour avoir vos réponses. Merci. Bonsoir, Monsieur Van Rompuy. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, souhaitez-vous réagir par rapport au micro-trottoir ou au biais d'humeur ? Réagir, l'Europe c'est une grande méconnue, et ça s'entend, ça se voit, mais j'espère qu'après 1h30 de conversation, je pourrai un petit peu éclaircir vos vues ou les vues de beaucoup des étudiants sur l'Union européenne, qui joue un très grand rôle dans notre vie, mais nous sommes tellement habitués à l'avoir tout près de chez nous, nous sommes tellement habitués à avoir la paix, tellement habitués à la zone Schengen où on peut voyager librement, tellement habitués à avoir une monnaie commune, qu'on ne doit plus changer de monnaie quand on franchit la frontière. Nous sommes tellement habitués à tout ça qu'on ne se réalise plus que c'est un acquis européen. Herman Van Rompuy, vous avez été pendant 5 ans président du Conseil européen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous êtes arrivé à ce poste et en quoi il consiste ? Ouais. D'abord, on a parlé du président de l'Europe. Je ne me suis jamais considéré comme président de l'Europe, pas du tout. Je suis président du Conseil européen, donc le Conseil regroupe tous les chefs d'État et de gouvernement. Et donc le président du Conseil européen préside les réunions, préside l'institution qu'est le Conseil européen, qui est devenue en fait l'institution la plus importante de l'Union européenne, qui donne les grandes orientations de l'Union. Et donc moi je dis toujours, moi j'ai une fonction importante, mais je ne suis pas forcément important moi-même. Donc je suis au service des chefs d'État et de gouvernement. En fait, le président du Conseil européen, mon successeur aussi, est un facilitateur. Il prépare les décisions. Et il faut tomber d'accord chaque fois à 27 et à 28, le Royaume-Uni toujours inclus. Et donc, ce n'est pas facile, hein? Moi, j'ai présidé un gouvernement belge. On est toujours au minimum avec 4 partis politiques. Il y a des gens même qui ont déjà la peine à tomber d'accord avec eux-mêmes, hein? Donc là, il faut être d'accord à 28. Il ne peut pas manquer une voix, sinon on n'a pas de décision. Et donc, si le président du Conseil européen essaye de faire prévaloir
sa propre vue, eh bien, il n'y arrive pas. Il doit être à l'écoute, préparer le compromis, convaincre des chefs d'État et de gouvernement qui chacune d'elles sont élus directement pratiquement, eh bien, il faut les convaincre du bien fondé de la proposition qu'on fait. Donc, si on a un ego à n'en pas finir, on ne trouve pas un compromis. On défend sa propre position. Non, il faut préparer la position de tous et de toutes. Et vous avez raison, hein, moi j'ai été élu avec 27 voix, mais toute ma vie politique, j'ai été élu en Belgique, dans ma circonscription. Moi, je suis vraiment un élu. Dans ma famille, ma femme est élue, mon frère est élu, mon fils est élu, tout le monde est élu. Hein. En fin de compte, moi, j'étais le seul qui n'avait que 27 voix. Hein. Donc, tout le reste, ça faisait des milliers ou des dizaines de milliers de voix. Mais justement, en parlant d'élections, ne pensez-vous pas qu'un poste qui a autant d'importance et qui implique autant de responsabilités devrait être le résultat d'un vote démocratique ? Si le président du Conseil européen avait des pouvoirs à lui seul, je serais tout à fait d'accord. Mais il n'y a pas de pouvoir à lui seul. Il doit préparer les décisions, disons, du groupe, du collectif. Ça, c'est tout autre chose. Le président américain a un pouvoir présidentiel. Il est même commandant en chef de l'armée américaine. Hein, figurez-vous, M. Trump est commandeur en chef de l'armée la plus importante au monde. Bonne chance pour le reste. Mais donc là, le président du Conseil européen n'a aucun de ces pouvoirs. Aucun. Alors justement, s'il n'a pas énormément de pouvoir, quelle est la personne qui a le plus de pouvoir en Europe ? Eh bien, ça, le pouvoir est très dispersé. Donc il y a la Commission européenne, qui joue un petit peu le rôle de gouvernement, elle gère les affaires quotidiennes, eh bien, ils ont le droit de proposition. C'est uniquement la Commission qui peut proposer, disons, des lois, formuler des propositions de loi. C'est uniquement la Commission qui peut le faire. Il y a bien sûr les États membres, regroupés dans le Conseil des ministres, regroupés dans le Conseil européen. Il y a le Parlement européen. Donc, en fait, on ne peut pas dire qu'il y a un seul pôle de pouvoir. Sinon, on ne peut pas garder le club ensemble. Mais à ce moment-là, pour changer ça, qu'est-ce que vous pensez de la proposition qui consiste à fusionner le poste de président du Conseil européen et celui de président de la Commission européenne ? Oui, il y a, bien sûr, on pourrait dire, pour le grand public, que ça facilite les choses. Oui. Mais si le président du Conseil européen et le président de la Commission européenne, fusionnés en une personne, n'ont pas plus de pouvoir qu'aujourd'hui, eh bien, ça finira par une déception. Parce qu'on croirait qu'en fait, on est en train d'élire quelqu'un comme le président français dans son pays ou le président américain dans son pays. Mais comme je viens de l'expliquer, ni le président de la Commission, qui n'a que le droit de proposer, ni le président du Conseil européen, qui ne préside qu'une réunion, ont ces pouvoirs-là. Donc, si on envisage de faire élire directement par le peuple un président de l'Europe, il faut lui donner davantage de compétences. Mais je ne crois pas que les États membres sont prêts à céder, disons, des compétences à quelqu'un de personnage supranational. Les États membres ne sont pas prêts à faire ce transfert de souveraineté. Et dans les négociations au sein du Conseil européen, est-ce que la voix de certains pays plus forts tendent à se faire plus entendre que d'autres pays ? Bien, tout le monde est égal, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Donc c'est forcément le cas pour, disons, les grands pays, quoique au niveau mondial, aucun pays européen n'est encore grand. Hein. Ça me rappelle d'ailleurs, mais on vient tout près de la caricature, le Premier ministre luxembourgeois qui était à côté,
du Premier ministre chinois, et c'est M. Juncker à ce moment-là, qui est maintenant président de la Commission européenne. Eh bien, M. Juncker disait, et donc il était flanqué par le Premier ministre chinois, nous, dit-il, le Luxembourg et la Chine, 1 milliard, 300 millions et 300 000 habitants. Nous sommes le pouvoir, nous sommes le duo le plus fort au monde. Bien sûr, les 300 000, c'était le Luxembourg, le reste, c'était la Chine. Donc il faut voir tout ça dans ses proportions. Nous sommes tous des pays moyens. Quand nous sommes ensemble, nous sommes beaucoup plus forts. Là, on nous entend. Mais on ne nous entend pas quand on est un pays à lui seul. Madame May vient de faire l'expérience à Davos. À Davos, donc le grand spectacle mondial où beaucoup de leaders passent. Et elle a fait un discours devant une salle quasiment vide. Et donc la Grande-Bretagne était importante dans la mesure où elle était toujours membre de l'Union européenne, d'un club de 500 millions d'habitants. Quand la Grande-Bretagne n'est qu'à elle seule, eh bien, elle est intéressante, mais pas importante. Et est-ce qu'au sein de votre mandat, vous avez connu des situations où aucun consensus n'a été trouvé entre les chefs d'État pour résoudre une crise ? Oui, on a eu beaucoup de difficultés et on a travaillé pendant 2 ans et demi pour vaincre la crise de la zone euro. Mais après chaque Conseil européen, on devra sortir avec un accord. Moi, je ne pouvais pas me permettre, après la réunion, de dire, écoute, mesdames et messieurs de la presse internationale, nous avons eu une bonne réunion, une bonne discussion, franche, ouverte, etc. Seulement, on n'est pas d'accord. Si ça aurait eu lieu, eh bien, le jour où, en ayant les 10 minutes, il y a eu une tempête sur les marchés financiers, c'était déjà très difficile à gérer. Mais là, ça deviendrait même intenable. Donc, on a fait des progrès, on tombait d'accord, pas toujours, disons, d'une façon définitive. C'était une prise de décision graduelle. Le reproche, bien sûr, c'est que c'était ce que nos amis anglais nommeraient « too little and too late ». Mais chaque fois, il y avait une décision, mais ce n'était pas de la décision finale. Et on y est arrivé après 2 ans et demi. C'était une crise gigantesque. Si la zone euro aurait éclaté, l'Union européenne n'aurait plus existé et vous ne m'aurez pas invité ce soir. C'est si simple que ça. Mais justement, en parlant de risque d'explosion de l'Union européenne, est-ce que cette divergence de point de vue au sein du Conseil européen ne se reflète pas dans la montée des partis eurosceptiques et nationalistes dans l'Union ? Oui, mais est-ce que la France éclatera parce qu'il y a un parti populiste et extrémiste qui représente un tiers des voix ? Donc, le phénomène du populisme est un phénomène qui se crée au niveau national. Et bien sûr, quand on fait le compte de tous ces partis-là dans l'Union européenne, on peut dire qu'il y a un mouvement européen. Mais le mouvement populiste existait avant qu'il devenait vraiment eurosceptique. Je donne un exemple de mon pays. Dans ma région, la Flandre, ça fait 6 millions d'habitants. En 2004, avant la crise bancaire, sur le plan économique, il n'y avait pas de problème, pas de grands problèmes. On avait d'ailleurs le plein emploi dans ma région. Sur le plan européen, il n'y avait pas à ce moment-là vraiment d'euroscepticisme, mais il y avait le problème de la migration. Et donc ce parti faisait à ce moment-là 24% des voix. 24% des voix. Et donc ce n'était pas l'Europe qui était l'enjeu. C'était même pas le chômage qui était l'enjeu. C'était la migration. Même chose en Autriche, à ce moment-là. Même chose aux Pays-Bas. Dans une certaine mesure, déjà même chose en France, parce que dans les élections présidentielles de, je crois, 2002, il y avait déjà un Le Pen qui était deuxième
dans les présidentielles dans le premier tour et qui faisait, je crois, 18% des voix. Donc il y a ce phénomène de euroscepticisme et de populisme. Bien sûr, il y a maintenant des convergences, mais dans pas mal de pays, ils étaient là bien avant l'élément économique et bien avant, disons, qu'on parle vraiment de l'Europe. Au sujet de la question migratoire que vous évoquiez, en 2015, l'Allemagne se disait prête à accueillir 800 000 migrants. Est-ce qu'en prenant cette décision, elle n'a pas desservi ses voisins qui potentiellement en souhaitaient moins ? Moi, je n'étais plus au Conseil européen, donc j'ai suivi ça, disons, à distance. Quand moi j'étais président du Conseil européen, on a accueilli 60 000 Syriens qui venaient des camps, qui se sont enfouis de la région de guerre. De ces 60 000, la plus grande partie se sont installés en Allemagne. L'Allemagne est le pays, disons, d'attraction pour les immigrés parce qu'il y a très peu de chômage, parce qu'il y a déjà, disons, de la famille, mais surtout parce que c'est le pays qui a avec les plus grandes chances pour avoir un emploi. Le deuxième pays, en fait, c'est la Suède. Et donc, il y a un pays du Benelux. En fait, la France n'est pas tellement un pôle d'attraction. On peut se poser la question là-dessus. Pourquoi? Ça, c'est autre chose. Mais donc, l'Allemagne était déjà, avant la grande crise, ce qu'on appelle la crise des réfugiés, un pays d'accueil et un pays de destination. Deuxième réflexion, je ne crois pas personnellement, et les chiffres le prouvent, que les déclarations de Mme Merkel ont provoqué une migration additionnelle. Le mouvement s'était déjà créé. Le mouvement, les masses étaient déjà en train de se diriger vers l'Europe et donc vers l'Allemagne. Je ne crois pas qu'elle en a rajouté beaucoup. Bien sûr, elle n'a pas consulté, comme vous le suggérez, ses autres partenaires, mais il y avait un moment extrêmement difficile parce que, en fait, les Hongrois accueillaient des centaines de milliers de migrants et ils risquaient d'être enfermés, pour ainsi dire. Et c'est à ce moment-là que l'Allemagne a ouvert ses frontières en disant on peut les accueillir, nous sommes capables d'accueillir quelques centaines de milliers de réfugiés. Mais je ne crois pas que ça a été, et les chiffres le prouvent, une déclaration qui a attiré davantage de réfugiés. Le seul grand problème pour Mme Merkel, c'est qu'on peut accueillir, comme vous avez dit, 800 000 réfugiés. En fait, ça a été beaucoup plus, même plus que d'1 million. Mais il y avait des millions qui attendaient. Et du moment où on s'est réalisé qu'en fait, qu'il y avait une première vague, mais qu'il y aurait une deuxième, une troisième, une quatrième vague, la population allemande qui, tout au début, a accueilli dans un grand mouvement de solidarité les réfugiés, s'est rendu compte que c'était trop. Et Mme Merkel a dû, disons, changer de politique. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on a essayé de faire un accord avec la Turquie pour freiner, pour arrêter ce flux migratoire. Et on y est parvenu en mars 2016. Mais la grande différence entre Mme Merkel et beaucoup d'autres, c'est qu'elle n'a jamais cédé au langage anti-immigré, langage anti-islamique. Elle n'a jamais cédé au langage populiste et extrémiste. Elle a toujours resté à considérer ces gens qui venaient chez nous comme des personnes humaines. Et c'est la grande différence. Et elle n'a pas été récompensée pour cette attitude lors des dernières élections. Ça, c'est autre chose. Je crois qu'elle le savait d'avance. C'est le prix à payer pour la position politique qu'elle a prise. Et justement, avec cette annonce, est-ce que vous pensez que l'Allemagne essaie de montrer la voie, essaie de prendre un certain leadership en Europe ?
Ben, je crois que l'Allemagne, certainement dans la crise de la zone euro, c'était le leader quasi naturel, parce qu'elle avait déjà préparé les problèmes, même dans un gouvernement antérieur au gouvernement de Mme Merkel. Il se fait qu'en 2008, le taux de chômage de la France et de l'Allemagne était au même niveau, environ 8%. 4 ans après, l'Allemagne était à 5 à 6% et la France était à 11%. Donc, en fait, l'Allemagne avait préparé les difficultés qu'on n'avait pas vraiment devinées, mais les difficultés d'une façon beaucoup plus constructive et avait anticipé, disons, beaucoup plus que d'autres pays. Et l'Allemagne, à un moment donné, était quasiment le seul pays qui avait ce statut de ce qu'on appelle le triple A. Donc, ces obligations d'État étaient sûres et les plus solides de l'Union européenne. Et certaines institutions, sans ce triple A de l'Allemagne, ne pouvaient même plus emprunter à des taux d'intérêt favorables. Donc, l'Allemagne était là comme une encre de solidité. Est-ce que on a tout dit alors? Non. Parce que l'Allemagne, en même temps, a su profiter, disons, de la zone euro. Était un pays de grande exportation. S'il n'y avait pas d'euro, le Deutschmark aurait atteint des hauteurs vertigineuses et empêché que l'Allemagne fasse le score économique qu'il a fait. Donc, elle a profité aussi de l'avantage de la monnaie commune. Donc, elle doit rendre aussi à quelque chose à la zone euro. Vous savez, dans la zone euro, il y a deux pôles toujours. Il y a la solidarité et il y a la responsabilité. D'ailleurs, quelqu'un que vous avez interviewé dans la rue a employé ces deux mots-là. Ça m'a beaucoup frappé. Donc, chacun doit mettre sa maison en ordre, point de vue budgétaire, point de vue économique, la compétitivité, etc., avoir un marché de travail qui favorise l'embauche, mais en même temps, on doit être prêt à aider les pays avec de grands problèmes qui sont en transition, qui sont en train de résoudre leurs problèmes et qui ne peuvent pas le faire à eux seuls. Et c'est pour ça qu'on a aidé la Grèce, le Portugal, l'Espagne dans une certaine mesure, Chypre, l'Irlande, et pour leur faire passer ce mauvais moment. Et pour 4 de ces 5 pays, ça s'est passé d'une façon admirable. Mais même la Grèce est en train de sortir de la crise en payant un prix très lourd, bien sûr, pour les fautes intérieures et après une très longue période de transition. Mais donc l'Allemagne est dans une position naturelle étant l'économie la plus forte, mais elle doit aussi, elle l'a fait, elle doit montrer de solidarité. Il n'y a pas uniquement la responsabilité, il y a les deux. Pour avoir un compromis en Europe, il faut ces deux éléments. On ne peut pas applaudisser avec une main, c'est si simple que ça. Il faut les deux mains. Un pays qui n'était pas dans la zone euro et qui est actuellement en train de quitter l'Union, donc le Royaume-Uni, vous avez déclaré, et Tony Blair également, que ce processus pouvait être réversible. Est-ce que c'est une possibilité crédible? Tout dans la vie est réversible. Tout. Il n'y a rien d'irréversible dans la vie des personnes ni dans la vie des nations. Et de plus en plus, d'ailleurs, il y a d'arguments pour faire ce constat ou formuler cet espoir. Pourquoi? Parce que les Britanniques, ou le peuple britannique, anglais plutôt, se réalise de plus en plus qu'on leur a menti, que les difficultés sont beaucoup plus grandes qu'on le croit pour arriver au Brexit. Et donc maintenant, selon les sondages, il y a une avance de 10 points de ceux qui veulent rester par rapport à ceux qui veulent quitter. De 10 points, c'est énorme. C'est un changement, comme le diraient nos amis britanniques, dramatique. Ça ne veut pas dire tragique, hein. Mais donc c'est un changement vraiment très très fort en quelques mois. On parle de plus en plus dans le deuxième référendum, le sujet était tabou
il y a quelques semaines. Maintenant, on peut en parler librement sans être catalogué comme ennemi du peuple. Hein. Donc, il y a de tout ça. Et est-ce que ça veut dire que l'Allemagne, le Royaume-Uni ne quittera pas? Eh bien, normalement, il quitte le 29 mars 2019. Moi, je crois toujours qu'il quittera. Mais est-ce qu'il quitte pour toujours? Là, je ne suis pas certain. Là, je ne suis pas certain. Aussi pour une raison très simple, qu'il y a non seulement l'aspect économique, mais la jeunesse a voté d'une façon massive pour rester dans l'Union européenne, the Remainers. Et il y a le clivage, disons, de génération, il y a aussi le clivage de scolarité, mais il y a aussi cette guerre de génération. Et uniquement pour des raisons biologiques, pour des raisons démographiques, d'ici quelques années seulement, si tout le monde vote comme il avait voté en 2016, eh bien, si tout le monde vote comme on vote en 2016, il y a eu un renforcement très simple, parce que ceux qui ont voté Leave, eh bien, ils meurent chaque jour, un an plus. Et pour les jeunes qui viennent, je présume que les jeunes générations votent comme leurs prédécesseurs dans la jeunesse. Eh bien, si tout ça se passe comme ça, d'une façon, avec tenant compte de cet élément démographique, eh bien, au lieu de 48-52, ce sera très vite 52-48. Mais en plus de ce mouvement, il y a beaucoup qui se réalisent qu'on leur a menti et que le Brexit n'est pas, disons, le Pérou qu'on croit. À un moment donné, ils ont dit, en fin de campagne, écoute, si on sort de l'Union européenne, il y a chaque semaine, je crois, 350 millions de livres sterling qui sont à la disposition du système de soins de santé, qui est en difficulté. Bien, c'est l'inverse qui s'est produit. Et d'ailleurs, on ne s'est pas gêné. Le jour après le référendum, des protagonistes du Brexit ont dit non, ça ce n'était pas sérieux. En fait, ce n'était pas exact ce qu'on a dit, etc. Donc, on a menti au peuple. Le référendum, moi j'ai de grands problèmes avec cet outil-là pour avoir, disons, un vrai vote démocratique. Pour moi, c'est le Parlement qui doit se décider. C'est pour ça qu'on élit, on élit des élus, des représentants du peuple. Eux doivent prendre les responsabilités. Si sur chaque sujet, on doit provoquer un référendum, bonne chance. Hein, parce que demain, on vous demandera, ou on vous posera la question, est-ce que vous voulez vraiment augmenter les impôts? Est-ce que vous voulez vraiment diminuer certaines allocations sociales? Et comment est-ce qu'alors on résoudra le déficit budgétaire? Donc, si on fait un référendum sur un point, pourquoi pas sur d'autres points qui sont aussi vitaux pour la population? On n'en finit pas. C'est le Parlement qui doit prendre ses responsabilités. Ce changement dans l'opinion britannique d'avis par rapport au Brexit est-il dû à la reprise économique qu'il y a en Europe? Le changement d'opinion par rapport au Brexit, le fait que beaucoup de Britanniques regrettent maintenant d'avoir voté pour le Leave, est-il dû au fait qu'il y a aujourd'hui une reprise économique en Europe et que, au contraire, le Royaume-Uni est plutôt dans une situation difficile? Difficile, ça c'est beaucoup dire. En Royaume-Uni, on a toujours pratiquement le plein emploi. Même s'il y a beaucoup d'emplois qui sont instables, qui sont précaires, mais il y a le plein emploi. Ce qui rend la chose extrêmement curieuse. Hein. Ça veut dire que l'économie, dans la vie des sociétés, dans la vie des peuples, n'explique pas tout. Dans certaines régions, dans certains pays, le chômage explique le comportement électoral. Aux États-Unis, qui est tout près du plein emploi, au Royaume-Uni, qui est tout près du plein emploi, il n'y a pas que l'économie. Il y a d'autres thèmes qui jouent un rôle. Il y a les inégalités qui sont beaucoup plus fortes dans le monde anglo-saxon que dans l'Europe occidentale, qui a le soi-disant modèle rénan, hein, avec un État-providence, un État de bien-être beaucoup plus développé que chez nous. Et il y a ce sentiment toujours très présent en Grande-Bretagne qui sont quelque chose de tout à fait spécifique. Il y a l'exception française, comme on dit, mais il y a aussi ce sentiment de l'exception britannique. Hein.
Et il y a toujours cette nostalgie de l'Empire. Il y a du tout, il y a les inégalités, il y a certaines régions qui ne participent pas tout à fait à la croissance économique, même s'il y a le plein emploi d'une façon en moyenne. Il y a la nostalgie. En fait, l'Europe n'a jamais enraciné en Grande-Bretagne. Il ne faut pas oublier que la Grande-Bretagne a rejoint la communauté européenne une génération après la fondation. On a fondé l'Union européenne début des années 50 avec la communauté d'acier et de charbon. Eh bien, ils sont suivis qu'en 1973. Ça fait une génération. Et quand ils ont pris la décision de nous rejoindre, un an après, ils ont organisé un référendum pour confirmer le vote qu'ils avaient fait l'année antérieure. Donc, ils n'étaient même pas sûrs. Et donc, le gouvernement s'est battu à ce moment-là et a obtenu une majorité pour quand même rester dans l'Union européenne dans laquelle ils avaient adhéré un an avant. Donc, il y a toujours eu un sentiment qui était beaucoup moins pro-européen que, disons, en Europe occidentale. Tout ça a joué un rôle dans le vote ultime, qui était un vote de 48 contre 52. J'y ajoute encore une chose. La presse britannique a bombardé l'opinion publique britannique pendant 10 ans, 15 ans, avec avec un sentiment anti-européen profond. Même chaque détail était traité d'une façon hors proportion. Il y a un journaliste à ce moment-là qui était très calé dans tout ça, c'était M. Boris Johnson, qui est maintenant ministre des Affaires étrangères. Le Premier ministre britannique que moi j'ai connu, enfin, j'en ai connu deux, mais en fait, la plus grande partie de mon mandat, c'était M. Cameron, qui était, le moins de choses qu'on puisse dire, que ce n'était pas un Européen convaincu. Il était là, bien sûr, le Royaume-Uni était membre de l'Union européenne, mais le Royaume-Uni était aussi membre de pas mal d'autres organisations internationales. C'est comme ça qu'il considérait un petit peu l'Union européenne. Et donc, cet homme qui n'était vraiment pas convaincu de la cause européenne est devenu, par la force des choses, le leader de la campagne pour rester dans l'Union européenne. Bon, ça manquait un petit peu de crédibilité. En fait, peu ou pas d'hommes politiques, de cette génération d'hommes politiques, a défendu l'Union européenne. Comment veux-tu alors convaincre une population si on ne le montre pas? Moi, j'étais encore surpris que 48% des Britanniques, malgré l'absence de vraie défense de la cause européenne, malgré ce matraquage de la presse quotidienne, la presse populaire, a dit quand même on veut rester dans l'Union. Mais, comme dit, ça peut changer, tout peut changer dans la vie, il n'y a pas d'acquis. Eux croyaient que le Brexit, c'était le début de la fin de l'Union européenne. Eh bien, ils ont été étonnés qu'en fait, ils ont renforcé l'unité des 27. Les 27 ont réagi immédiatement d'une façon unie. Ils ont négocié ont dû négocier avec la Commission européenne qui a parlé au nom des 27. C'est d'ailleurs le Français Michel Barnier qui fait toujours un travail remarquable, qui peut parler au nom de 450 millions d'Européens. Et ils croyaient que ça, ce n'était pas possible, que leur exemple sera suivi, disons, de beaucoup d'autres exits. Ça ne s'est pas produit du tout. Et donc, le cas du Royaume-Uni reste un cas très spécifique. Et sur la question de l'identité européenne, on attribue à Jean Monnet « Si c'était à refaire, je commencerais par la culture. » Est-ce qu'on peut imputer cette absence de véritable identité européenne aux différences culturelles entre les pays qui la composent? Oui, mais même en France, il y a des différences culturelles. Hein?
la Bretagne et la Corse n'est pas la province et le Nord, c'est quelque chose d'autre que Paris. Même dans mon pays, il y a quand même une diversité culturelle. Hein. C'est un understatement de certaine ampleur. Hein. Donc il y aura toujours des divergences culturelles dans certains pays. Il y a plusieurs religions. Dans certains pays, il y a plusieurs ethnies. Mais bien sûr, il y a aussi beaucoup de convergences. Hein. Et là, c'est bien connu, on partage tous un héritage qui est chrétien, qui est aussi un héritage forgé par ce qu'on appelle les Lumières. Et il y a quand même un fil rouge dans tout ce qu'on dit et la manière dont on vit. On s'en aperçoit quand on est dans un autre continent. Quand on est en Asie, on sait que c'est différent en Europe. Et quand on est aux États-Unis même, eh bien, il y a une très grande différence. Intuitivement, on le constate avec our way of life, notre manière de vivre, notre manière de penser. Donc, il y a des divergences, il y a des différences, mais il y a aussi des convergences. Mais je crois que Jean Monnet, il l'a dit, hein, la culture, c'est un mot bien connu, mais il a été beaucoup plus pragmatique que ça. Hein. En fin de compte, il n'a pas commencé avec la culture. Il a commencé par quelque chose de tout à fait, je dirais, élémentaire. Au début des années 50, la guerre se faisait par l'acier et le charbon. C'était les éléments de l'industrie de guerre. Et il se disait, on veut avoir la paix, parce que ça, c'est un projet de paix aussi. Et surtout l'Union européenne. Si on veut faire la guerre, eh bien, on va empêcher les pays d'avoir les instruments pour faire la guerre. On va confier l'acier et le charbon à une autorité supranationale qui gère ces deux secteurs clés. De sorte que si un pays veut commencer une guerre, il n'a pas les moyens de faire la guerre. Ça, c'était l'idée de base. Donc, il n'a pas commencé par la culture. Et la deuxième chose, c'était on va créer un marché commun. On va créer l'interdépendance entre les nations européennes. De sorte, celui qui veut commencer à faire la guerre, eh bien, il est la première victime. Parce que, en fait, son économie, c'est une économie qui dépend des autres pays européens. Donc, si on fait la guerre, bien sûr, les frontières se ferment. Et donc, le premier résultat, c'est l'appauvrissement. Donc, on ne prendra pas ce risque en démocratie. Donc, toute la démarche était une démarche très pragmatique. Comment organiser des liens irréversibles sur le plan économique entre les pays? On est encore allé plus loin. On a créé une monnaie commune. Vous savez, il y a 500 ans, il y a 5 siècles, il y avait deux grands leviers de pouvoir pour ce qu'on appelait le prince, c'est-à-dire le droit de battre monnaie et le droit de faire la guerre. En fait, le droit de battre monnaie, c'était au service du droit de faire la guerre. Et on a enlevé maintenant aux États nationaux le droit de battre monnaie. On a confié cette tâche aux autorités monétaires, à la Banque centrale européenne et au ministre des Finances en tant que collectivité, mais surtout à la Banque centrale européenne. Le droit, disons, de faire la guerre, en fait, pas mal de pays européens se sont déjà mis ensemble dans l'OTAN, hein, et la France a rejoint le peloton de l'OTAN à nouveau il y a quelques années. En quelque sorte, on a perdu ce droit aussi. Le monde a beaucoup changé. L'État-nation reste important, mais qualitativement, il n'est plus à comparer à ce que l'État-nation était il y a 100 ans et bien sûr il y a 5 siècles. Donc, on a été très loin dans le partage ou la cession de souveraineté, à nouveau pour créer ces liens
irréversible entre les pays pour qu'ils ne fassent plus la guerre. Et on a réussi. À ce point de vue-là, c'est une très grande réussite. Il n'y a jamais... Ma génération, moi je suis né après la guerre, dans le baby-boom après la guerre. Moi je n'ai pas connu à aucun moment de ma vie le sentiment qu'un jour on sera attaqué par un autre pays européen. Ça a disparu de notre radar, ça a disparu de toute la manière dont on voit les choses, ce qui n'est pas le cas dans d'autres continents. Si vous allez en Asie, dans la Chine, le Japon, etc., bien, maintenant il y a un petit rapprochement, mais disons que structurellement, on n'a pas tourné la page de la guerre. Quand en Japon on parle de la Chine ou en Chine on parle du Japon, c'est comme il n'y a pas eu en fait il n'y a pas eu de réconciliation. Chez nous il y a eu la réconciliation. On a tourné la page, on a commencé un nouveau chapitre dans notre histoire. On n'a pas oublié, mais on a tourné la page. Et ça, c'est unique. Ça, nulle part dans le monde, ça s'est fait. Nulle part dans le monde. Quand je vois aux États-Unis tout l'incident avec le monument là du général du temps de la guerre civile, toute cette discussion qui a eu lieu, en fait, ça prouve en quelque sorte que même aux États-Unis, qui sont une union des valeurs, après la guerre civile, il y a plus de 100 ans, on n'a pas vraiment tourné la page de l'histoire. Et là, nous pouvons être fiers qu'on l'a fait. C'est pour ça que cette entente franco-allemande est si importante. C'est toujours le symbole de la paix. En parlant du couple franco-allemand, on voit que depuis l'élection d'Emmanuel Macron, il a tendance à être renforcé en Europe. Est-ce que vous pensez que c'est bien de renforcer ce noyau dur et que ça risque pas de créer encore plus de fragmentation? Si on n'a pas de moteur franco-allemand, on espère qu'il y en aura un jour. Hein. Donc, si on n'en a pas, on le manque. Si on l'a, on dit « Oh non, non, faites attention ». Donc, moi, je suis content que le président Macron a pris cette initiative. Je crois que la chancelière allemande ne demandait pas mieux. Mais bien sûr, maintenant, it needs two to tango. Hein. Et je crois qu'après la formation d'un gouvernement allemand, les négociations pourront démarrer d'une façon définitive et crédible. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, avant notre réunion, quand on m'a posé des questions pour la télévision des étudiants, même si la France et l'Allemagne se parlent, ils doivent toujours se réaliser qu'on a besoin de 25 autres. Et donc, on doit chaque fois qu'on se parle et qu'on négocie et qu'on tombe d'accord, se réaliser que ce n'est pas uniquement un accord entre deux pays, qu'ils doivent avoir un esprit européen. Et ça peut se faire parce que, sur le plan socio-économique, l'Allemagne est bien représentative pour cet esprit, pour cette valeur de responsabilité. Ils l'incarnent. Le Nord. Ils ont un budget en équilibre depuis des années maintenant. Leur économie est en bonne forme. La France n'appartient pas au Sud, mais elle comprend le Sud beaucoup mieux que l'Allemagne. Ce n'est pas si difficile d'ailleurs. Hein. Et donc, s'il y a un accord franco-allemand, ce sont les deux composantes essentielles pour un compromis qui sont sur la table et qui sont présents autour de la table. Et donc, leur accord peut être représentatif pour beaucoup d'autres. Mais à nouveau, c'est en fin de compte le Conseil européen, ce sont les 27 chefs d'État et de gouvernement qui ont le dernier mot. Et ce sera plus dur que dans le passé. Parce que, par exemple, sur tout ce qui a trait à la migration, à l'identité,
il y a une partie, partout, de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est qui ont des positions bien déterminées, et un accord franco-allemand sur la migration n'est pas si représentatif pour toute l'Union que dans le passé. Mais l'élection d'Emmanuel Macron et le renforcement de ce noyau dur laisse-t-il présager, selon vous, de belles perspectives économiques? Bien, l'économie a repris. Hein. Il ne faut pas oublier, quand on dit quelque chose de positif, il faut s'en excuser maintenant. Hein. Donc, quand on dit quelque chose de positif, on doit dire non, je m'excuse, et c'est fragile, et c'est incertain, et c'est pas pour tout le monde. Et tout cela est vrai. Mais on vient de créer uniquement dans la zone euro, entre 2014 et 2018, environ 8 millions de nouveaux emplois. 8 millions. Si on m'aurait dit cela, je dirais en 2013, juste après la fin de la crise de la zone euro, moi je ne l'aurais pas cru, personne ne l'aurait cru. Donc la création d'emplois est quelque chose d'assez exceptionnel. Moi je viens de parler de Davos, l'Union européenne était là, elle était, disons, le coupable de la misère économique sur le plan mondial il y a 4 ou 5 années. Maintenant, on est considéré comme un moteur de l'économie mondiale. Donc, ça prouvait qu'on a fait des efforts dans chacun de nos États membres et sur le plan européen. On a fait des efforts de réforme et on inspire plus de confiance et de stabilité qu'il y a quelques années. Donc, en fait, ce n'est pas uniquement l'Europe, c'est aussi ce qui s'est fait au niveau des États membres. Maintenant, on est dans une toute autre position. Mais voyez-vous, quand ça va bien, économiquement parlant, on dit « Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de réformes sur le plan européen? Pourquoi est-ce qu'on doit relancer le projet européen? Ça va bien. » Et le risque, c'est qu'on ne réussit que prendre des mesures drastiques et des réformes quand ça va mal. En période de crise, là, on est prêt à faire des concessions. Mais dans des temps, disons, normaux, ou des temps où les choses se passent plutôt bien, eh bien là, il y a une certaine pas refus, ça c'est le mot pas exact, mais en tout cas, il n'y a pas de volonté d'aller de l'avant. Pourquoi chercher encore des difficultés après avoir souffert pas mal de problèmes dans la période antérieure? Maintenant, jouissons, profitons de la relance et les réformes, c'est pour après. Maintenant, on doit le faire et c'est l'avantage de l'initiative du président Macron et d'une initiative franco-allemande. On doit le faire maintenant pour la première fois en anticipant les problèmes. Un jour, vous savez, j'espère que moi je ne verrai pas ce jour. Un jour, il se peut qu'il y ait une nouvelle crise financière. Un jour, il se peut qu'il y ait une nouvelle crise de migration. Est-ce que nous sommes prêts à faire face à ces crises potentielles avec les instruments qu'on a maintenant? La réponse, non seulement ma réponse, mais la réponse de beaucoup d'observateurs et d'acteurs, c'est non. On a fait des progrès. La zone euro est beaucoup plus solide, beaucoup plus stable que dans le passé, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et là, le président Macron, il n'est pas le seul à le dire d'ailleurs, et beaucoup l'ont dit bien avant lui. Eh bien, nous sommes d'avis qu'il faut prendre des mesures maintenant d'anticipation. On ne peut pas agir uniquement le dos au mur, l'abîme en face de vous et le couteau sous la gorge. Ça aide, mais ce n'est pas suffisant. Il faut agir à temps. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cette initiative. Et sur la question des réformes, a été mise en place sous votre mandat la stratégie Europe 2020, avec des objectifs chiffrés en termes d'emploi, de recherche et développement et d'écologie. Et aujourd'hui, en 2018, à 2 ans de l'échéance, où en est-on?
D'abord, ça a été fait bien avant mon mandat. Je crois que ça a été fait, moi je suis rentré qu'en 2010, moi je crois que c'était 10 ans plus tôt. Hein. Donc, mais je ne veux pas, ça c'est l'argument le plus facile, j'y n'y étais pas, donc ce n'est pas mon problème. Hein. Donc ça c'est pas mon propos, mais c'est simplement pour non pas vous corriger, mais vous nuancer. Hein. Deuxième chose, on ne peut pas prévoir l'avenir. Ceux qui ont fait ce plan, ce qu'on appelle le plan de Lisbonne en 2000, eh bien, ils ne pouvaient pas prévoir la plus grande crise financière depuis les années 30. Personne ne l'a prévu. Oui, il y a les prophètes du passé. Hein. Il y avait toujours ceux, quand la crise a éclaté, qui ont dit « Écoute, je vous ai prévenu. Hein. » Bon, il y a toujours ce genre d'hommes, et sûrement un ou deux, ils ont lancé des avertissements. Mais disons, la plus grande partie, pour eux, l'éclatement de la crise bancaire, la crise de la zone euro, était une surprise. Et donc, par la force des choses même, tout cet espoir, ces prévisions positives et trop positives, eh bien, se sont écroulées après la crise bancaire et la crise de la zone euro. Je trouve un argument un petit peu facile de dire « vous avez dit ça il y a 15 ans et maintenant c'est plus exact ». Ces 15 ans, il y a beaucoup d'éléments qui ont joué un rôle et qui n'étaient pas prévisibles du tout. Même si l'augmentation de l'emploi, comme je viens de le dire, de 8 millions dans la zone euro, 10 millions dans l'Union européenne, entre 2014 et 2018, n'était pas prévisible même pas en 2013. Hein. Et ça, c'est un élément positif. Mais donc, après 15 ans, faire le bilan, le monde a changé le monde a changé 3 fois dans cette période de 20 ans. L'Europe est-elle fondamentalement libérale et est-ce un problème? Elle n'est pas libérale. Elle n'est pas libérale. En disant ça, je pense surtout aux politiques d'austérité qui sont imposées à certains États membres, mais aussi à la multiplication des accords commerciaux pour des traités de libre-échange. Oui, mais quand on parle en caricature, alors je vais répondre en caricature. Hein. Quel est l'inverse de l'austérité? C'est l'accumulation des dettes. Moi, je n'ai jamais ressenti ça comme quelque chose de profondément social, parce qu'un jour, on doit repayer ces dettes. Moi, j'étais ministre du budget dans les années 90. Pour entrer dans l'union monétaire, donc entrer dans la zone euro, il fallait qu'au moins il y ait un déficit de 3%. À ce moment-là, la Belgique avait un déficit de 7,5%. Donc il fallait enlever plus de 4 points. Est-ce que c'est l'austérité, ça, hein? Est-ce que c'est l'idéal, c'est d'accumuler des dettes? Parce qu'à un moment donné, quand je suis entré, on avait un taux de dette publique de 135% du PIB. 135%. Bon, c'était un idéal à suivre. Pas du tout. Pas du tout. Et je crois qu'on a eu raison d'utiliser l'argument de l'entrée dans l'union monétaire pour diminuer les déficits budgétaires. On l'a fait d'une façon graduelle. En fait, il n'y a pas eu de récession, pas du tout. Et on a même réussi à descendre en dessous des 3%. Moi, quand j'ai quitté le pouvoir en 1999, on était à un déficit de moins 0,5%. En fait, un budget en équilibre. Le pays ne s'est pas appauvri, il n'y a pas eu de poche de pauvreté. On peut assainir d'une façon sociale en mettant aussi les charges sur les épaules qui peuvent le plus les supporter. C'est une question de choix, de choix politique. L'austérité n'est pas libérale, comme, disons, l'accumulation de dettes publiques n'est pas quelque chose de social. Donc, moi, je refuse à me retrouver dans ce cas d'espèce. Bien sûr, on est pour la libre circulation des biens, des services, des hommes, des travailleurs et des capitaux. Et c'est un grand avantage. On peut circuler librement.
mais aussi on a introduit des éléments de solidarité. Je prends l'exemple de l'aide à certaines régions qui ne sont pas si développées, qui sont en dessous de la moyenne. Ce ne sont pas uniquement des régions qui se trouvent dans l'Europe centrale et dans l'Europe, disons, de l'Est. Il y a dans mon pays des régions qui ne participent pas à ce grand mouvement. On les aide grâce aux fonds structurels. Dans certains pays de l'Europe centrale, ça représente par an 4 ou 5% du produit intérieur brut. Et ce sont des dons, ce ne sont pas des prêts, ce sont des dons. Donc il y a beaucoup de solidarité parce qu'on s'est dit, écoute, si on laisse faire les forces du marché, il se peut qu'il y a bien sûr un mouvement d'appauvrissement et de notre côté une accumulation de richesses. Il y a des divergences, des inégalités. C'est pour ça qu'on a corrigé cela avec des fonds qui doivent renforcer l'élément de solidarité. Dans le traité de Lisbonne, on parle pour la première fois de l'économie sociale de marché, un marché, mais socialement corrigé. C'est un devoir pour les États-nations, c'est un devoir aussi pour les institutions européennes. Au sujet des accords commerciaux, le CETA, donc traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, a été signé en 2016 entre Donald Tusk et Justin Trudeau. Est-ce que vous comprenez que certains Européens se sentent menacés par cette mondialisation ? Mais je peux que constater que 28 pays se sont mis d'accord sur l'accord entre l'Union européenne et le Canada. 28 pays représentant des gouvernements de centre-gauche, de centre-droit, des gouvernements de droite, des gouvernements vraiment de gauche. Tous se sont mis d'accord sur le CETA. C'est quand même quelque chose de curieux. Si c'était tellement abominable, il y aurait quand même un qui manquerait. Hein. Tous ont signé. Il y a une hésitation au Parlement wallon. Hein. Vous savez, en Belgique, nous sommes un pays compliqué, l'Europe est compliquée, mais la Belgique est encore plus compliquée que ça. Et donc, on a besoin de la ratification ou du consentement des 7 parlements avant que la Belgique puisse décider. Si on manque un parlement, il n'y a pas de position de la Belgique, et donc, si la Belgique fait défaut, il n'y a pas d'accord. C'est aussi simple que ça. Et donc, on a discuté de certaines modalités du CETA. On n'a pas changé le traité, mais on a convenu certaines choses, entre autres qu'on soumettrait ce traité, disons, à la Cour européenne de justice pour voir si certaines dispositions ne vont pas à l'encontre du traité et de la législation européenne. Et en fin de compte, la Belgique a dit oui, comme beaucoup d'autres. Oui, je comprends qu'il y a, disons, des inquiétudes, mais je comprends aussi que notre prospérité, en fin de compte, dépend de l'ouverture. Le protectionnisme n'est pas un choix. Ce n'est pas le choix que font les élus des 28 pays de l'Union européenne. Après le Canada, on a conclu un accord avec le Japon. C'est le plus grand accord commercial que l'Union a jamais conclu dans son histoire. On parle du Canada, mais ce n'est rien par rapport à l'accord qu'on a conclu avec le Japon. Et cet accord-là n'a pas rencontré la résistance que certains ont eue par rapport à l'accord avec le Canada, et d'autres accords suivront. Qu'il y ait une discussion sur ces accords, c'est tout à fait normal, et qu'on doit ajuster si, disons, pour avoir le consensus au sein de son pays et au sein de l'Union européenne. Il y a pour moi aucun doute qu'on doit être à l'écoute, mais la tendance fondamentale doit être une tendance d'ouverture. Vous savez, l'avenir du monde dépend de cela. S'il y a le repli sur soi-même que certains nous montrent, et même chez les Américains aujourd'hui, ou chez les présidents américains, ça se fait,
eh bien, je crois qu'il y a un appauvrissement général, une guerre commerciale, une guerre, disons, sur le plan des monnaies. Tout ça nous met en arrière. La mondialisation a des avantages, bien sûr. Il y a aussi un prix à payer pour certains, mais on peut y trouver chaque fois, disons, des solutions. On doit le faire. Et si on ne le fait pas suffisamment, eh bien, les gouvernements nationaux et l'Union européenne doivent augmenter leurs efforts. Mais on est devenu aussi prospère qu'on l'est aujourd'hui en ouvrant aussi sur le plan européen nos frontières. Imaginons que la France est toujours enfermée dans l'Hexagone, et qu'il n'y avait pas d'Union européenne, que mon pays, un petit pays en plus, eh bien, n'avait pas accès à ce grand marché européen. Où en serons-nous? Nous ne serons pas ici. Donc c'est grâce, notre prospérité dépend de notre ouverture, d'abord européenne et ensuite mondiale. Bien sûr, il y a des activités qui disparaissent, mais il y a d'autres activités qui naissent. Il faut y aller graduellement, il faut non pas essayer, il faut avoir le soin de tout le monde, que tout le monde participe. On ne peut pas avoir le modèle américain. Là, je suis tout à fait d'accord. Aux États-Unis, les salaires n'ont plus augmenté depuis la mi des années 80. Alors, ça veut dire, si les salaires ne suivent pas la productivité, ça veut dire que les profits ont explosé. Et les inégalités, eh bien, ils ont porté M. Trump au pouvoir. Là, on ne peut jamais tomber dans ce piège. Il faut qu'on veille non seulement sur le côté économique, mais aussi sur le côté social. Et on y réussit. Dans mon pays, je connais les chiffres très bien, les inégalités ont diminué par rapport à il y a 10 ans. Ils ont diminué. Et vous savez, il y a 3 pays où ça se fait. Les Pays-Bas, la Belgique et même la France. Mais une critique souvent évoquée, par exemple, sur cet accord, relève de la présence de groupes d'influence dans le processus décisionnel. On a lu que Bruxelles était la seconde ville du monde en nombre de lobbyistes derrière Washington. On a normalement un support qui va s'afficher à l'écran sur ce thème. What happened around the real world driving emissions issue is that Germany lobbied France and the UK to support a weakening of those limits. And then the 3 governments went to the head of the European Commission and insisted that a deal was struck at a technical meeting, the Technical Committee on Motor Vehicles, and President Juncker instructed his team to ensure that happened. And that was why the regulation was weakened in the way that it was. Et on peut se poser la question, est-ce que ce sont les lobbies qui dictent la législation européenne? Ben, si ça dépendait de certains, il n'y aurait même pas de normes d'émission. Ici, j'ai bien écouté ce qu'il a dit, c'est qu'en dernier lieu, les propositions originales ont été ajustées. Il a employé le mot affaibli. Je ne connais pas suffisamment le dossier, mais ce n'est pas uniquement, disons, les compagnies ou les entreprises dans le secteur de l'automobile qui ont agi. Certains gouvernements ont peur que leur secteur, si on est trop sévère, pour ainsi dire, à court terme, que ça touche à l'emploi. Et alors, la politique intervient. Selon mon expérience, quoique moi je n'ai jamais dû traiter avec des problèmes pareils, parce qu'on était au Conseil européen, et là ce sont des problèmes qui sont plutôt pour la Commission européenne et le Parlement européen. Mais disons que si on a dû affaire à ces problèmes, c'est le réflexe politique qui est le plus important, pas tellement le réflexe de la protection de l'entreprise, mais de l'emploi. Et c'est pour ça que certains défendent que quand il y a des mesures, disons, antipolluantes, qu'il faut y aller dans le bon sens.
mais il faut aussi une certaine gradualité dans tout ça pour qu'on puisse s'adapter, etc. Donc il ne faut pas s'imaginer qu'il y a de mauvais esprits, des diables qui sont en faveur de la pollution et qui mettent tous les autres, et qui achètent tous les autres, qu'il y a la corruption ouverte. Ce n'est pas le cas. C'est souvent pour des raisons, disons, plus politiques qu'on instaure une certaine gradualité, je ne sais pas s'il y a du bon français, dans l'implémentation de certaines mesures. Les intérêts sont souvent grands et c'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui essayent de faire valoir leur influence. D'ailleurs, ce ne sont pas uniquement des entreprises. Il y a pas mal d'ONG qui font du lobbying à Bruxelles, dans le sens inverse. Et le font d'une façon intelligente souvent, en jouant sur cet élément politique. Il utilise cet argument-là par rapport à certains élus, ou pas mal d'élus du Parlement européen. Si vous ne faites pas ça, eh bien, on vous le dira à vos électeurs. Donc ça va dans tous les sens, ce n'est pas uniquement dans le sens de la défense du business. Il y a aussi d'autres intérêts qui entrent en ligne de compte. On a réglementé le lobbying, il faut être inscrit, les commissaires et les autres doivent même tenir un registre de qui est-ce qui voit, ça doit être noté de sorte que ça peut être répertorié. Donc on a pris pas mal de mesures ces dernières années pour bien rendre le lobbying, pour ainsi dire, transparent, de sorte que quand il y a un problème, eh bien, on connaît plus vite les soi-disant coupables. Est-ce que toutes ces règles sont parfaites? Non. Par rapport à d'autres continents, là, on est un exemple. Hein. On est un exemple. Quand je vois ce qui se passe dans d'autres continents, aussi aux États-Unis, la manière dont on est organisé à Bruxelles, c'est quasiment exemplaire. Mais on peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux. Mais à nouveau, le lobbying, ça se fait dans tous les sens et dans toutes les directions. Mais vous pensez réellement que les lobbies des organisations non gouvernementales ont autant d'influence que des lobbies comme l'ERT en Europe? Mais l'argument électoral et politique, pour un homme politique, c'est extrêmement important. Quand il y a, par exemple, sur la politique nucléaire, tout ce mouvement antinucléaire, moi j'étais un élu dans toute ma vie. Hein. Bien, quand on sent que l'opinion publique y est favorable et qu'on a ces organisations non gouvernementales qui insistent sur ce point, on les écoute et même on les suit. Vous êtes vous-même président d'un think tank. Est-ce que vous pensez avoir une influence sur la législation européenne? Moi j'étais au début de ma carrière président directeur d'un service d'études d'un parti politique. Je suis maintenant président, mais non exécutif. Hein. Je ne suis pas responsable pour la gestion journalière d'un think tank européen. Oui, je crois que dans le dernier cas, on doit lancer de bonnes idées. On vient de le faire. On vient en fait de publier une ébauche de ce que pourrait être un accord franco-allemand. Figurez-vous. Et je ne crois pas qu'on sera loin de ce qui pourrait se faire. Donc, mais on n'a aucune prétention d'être suivi. On lance de bonnes idées et ce sont les hommes politiques, en fin de compte, qui en décident. Mais alors, on a la conscience tranquille, en fait. On a utilisé tous ces moyens intellectuels pour faire avancer la cause européenne dans le sens d'une plus de prospérité, plus de sécurité et plus aussi d'équité. Et donc on lance des idées, mais c'est aux hommes politiques en fin de compte de suivre. S'ils ne nous suivent pas, eh bien on peut être déçus, mais en tout cas, on a la conscience tranquille qu'on a dit ce qu'il fallait dire. Ça ne va pas plus loin que ça. Alors, malheureusement, on va manquer de temps, mais une dernière question sur l'actualité. Donald Trump a récemment déclaré qu'il serait prêt à revenir dans l'accord de Paris si celui-ci était renégocié.
Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque qu'il essaye d'imposer ces négociations, enfin, ces conditions? Mais il a ajouté un argument majeur. Il a dit parce que j'aime bien le président français. Moi, je ne savais pas que ça, c'était l'élément le plus important pour signer ou pas signer. Mais c'est son style, apparemment. Hein. Je t'aime bien, donc je suis d'accord avec toi. Bon. Mais les États-Unis se trouvent dans une situation quand même bizarre. Hein. Ils sont le seul pays sur un peloton de 190 pays qui ont retiré leur signature. Et même s'ils retirent leur signature, ça ne devient qu'effectif en 2020. On m'a dit après le premier terme ou le dernier du président Trump. Donc c'est une situation assez bizarre pour pour un pays qui veut gouverner le monde. Être tout seul, c'est assez humiliant. C'était aussi humiliant quand on a soumis au vote à l'Assemblée générale des Nations unies la proposition là de transférer l'ambassade américaine à Jérusalem. Je crois que une écrasante majorité à l'Assemblée générale des Nations unies ont rejeté cette proposition, dont pratiquement tous les pays européens. Donc, ce grand pays devient de plus en plus un pays qui est en train de s'isoler. Il se retire quasiment de l'UNESCO. Il menace de quitter l'Organisation mondiale du commerce, ou plutôt tous ces organes où on essaye de trouver des solutions pour des disputes commerciales. Donc les États-Unis sont en train de se retirer de ce monde multilatéral. Je crois qu'on fait beaucoup de pression sur lui, mais les arguments normaux, rationnels, comptent très peu. Et donc, si l'argument « j'aime Emmanuel Macron » porte les États-Unis à rejoindre à nouveau le club de ceux qui ont signé les accords de Paris, tant mieux. Si c'est un argument pour lui, tant mieux. Hein. Mais c'est surtout un avantage pour le climat et, disons, pour le plus grand problème du genre humain. Ceci étant dit, je suis aussi content que ce soit un pays fédéral et aux États-Unis, comme en Belgique d'ailleurs, la politique de l'environnement, la politique du climat est plutôt une compétence des États au lieu du gouvernement central. C'est pour ça que même s'il persiste à se retirer des accords de Paris, ça n'empêchera pas les États-Unis d'aller de l'avant dans la politique climatique, mais ce sera sans Trump. Merci beaucoup, Herman Van Rompuy, pour ces réponses. On va maintenant passer aux questions du public. Bonsoir, Monsieur Rompuy, merci pour votre intervention tout d'abord. Ensuite, vous avez parlé pas mal de la question sociale. Vous avez notamment cité le traité de Lisbonne, mais en même temps, vous avez parlé aussi du fait que l'Allemagne a beaucoup gagné en emploi ces dernières années, sans aborder la qualité de ces emplois, parce qu'on sait que ces emplois ont été en partie favorisés par des politiques sociales plus fermes et moins d'allocations pour les personnes pauvres et tout ça. C'est pas très clair, pardon. Mais est-ce que du coup, vous pourriez avoir un mot sur la question de l'Europe sociale? Est-ce qu'on devrait aller vers une convergence sociale des États membres? Voilà, merci. C'est une question très vaste. Hein. D'abord, sur l'emploi en Allemagne, il y a des emplois, disons, la création d'emplois s'est faite par des contrats à durée déterminée, hein. Mais quand il n'y a pas de date finale, c'est indéterminé. Mais il y a aussi pas mal d'emplois qui sont créés
disons, avec beaucoup de flexibilité. Ça, c'est exact. Ça se fait d'ailleurs dans pas mal de pays, parce que l'économie aussi l'exige, mais ça crée une certaine incertitude chez pas mal de gens. Ceci étant dit, le chômage comme tel, et à un moment donné, en France, c'était le double de l'Allemagne, n'est pas un idéal non plus. Hein. C'est aussi un understatement quand je dis ça aussi. Donc, quand on a de l'emploi, on dit mais c'est de l'emploi précaire. Quand il n'y a pas d'emploi, d'autres arguments peuvent être sortis. En Allemagne, on a remédié à certains excès et je crois que le nouveau gouvernement, avec les sociaux-démocrates et les chrétiens-démocrates, apportera, disons, quelques modifications aussi pour rendre ces emplois moins flexibles et moins instables qu'aujourd'hui. J'y ajoute que ces nouveaux contrats ont été créés bien avant Mme Merkel. Ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais ça, c'est un argument, disons, de partisan, et je n'ai pas employé, donc oubliez-le. Hein. Mais deuxième chose, quand on parle de l'Europe sociale, il y a beaucoup de malentendus. Parce que ça ne veut pas dire harmonisation sociale. Ça ne veut pas dire que le système de sécurité sociale doit être partout le même. Les premiers à s'y opposer sont les partenaires sociaux. Parce que dans chaque pays, se sont battus, surtout du mouvement ouvrier, pour avoir ses acquis sociaux, pour avoir un système de soins de santé accessible à tous, des systèmes de la quotient familiale, etc., etc. Toute cette construction de sécurité sociale, dans mon pays sur lequel on est tellement fier, qu'on doit adapter, réformer, mais quand même qui reste sur des bases solides, eh bien on n'est pas prêt à la sacrifier au nom d'une harmonisation sociale avec des pays qui ont des systèmes beaucoup moins développés. Donc, il faut toujours voir ce qu'on veut dire exactement quand on parle de l'Europe sociale, parce que les premiers à critiquer les harmonisations sont précisément les partenaires sociaux. Deuxième chose, est-ce qu'il faut alors davantage de compétences pour les institutions européennes? Eh bien, là aussi, il y a beaucoup d'hésitations à déléguer ou à céder ces droits souverains en matière de marché de l'emploi, comme je viens de le dire, sur la Sécu aussi, sur la législation sociale. Donc, on veut garder ça le plus possible dans les mains des États nationaux. Bien sûr, s'il y a du dumping social, comme on l'a vécu et qu'on l'a toujours, là, il faut agir et sur le plan national et sur le plan européen si une législation européenne est nécessaire. Donc, sans en parler trop, mais donc cette notion d'Europe sociale, c'est une notion qu'on doit bien mesurer et bien définir ce qu'on entend. Parce que dans le social, la plus grande partie des compétences sont des compétences nationales et les États membres et les acteurs principaux veulent qu'il reste des compétences nationales. Et je ne vais pas leur contredire. Moi-même, je suis assez prudent à céder des compétences sur le plan social aux institutions européennes parce que c'est tellement divers et l'harmonisation ne règle peu de problèmes, mais va créer beaucoup d'instabilité. On a le temps encore pour 2 questions, normalement. Je souhaite tout d'abord vous remercier pour votre intervention. Alors, je souhaiterais vous poser une petite question qui concerne la crise migratoire et plus généralement l'espace Schengen. Donc, la logique de Schengen se fonde sur un renforcement des frontières intérieures, sur une suppression des frontières intérieures, mais aussi sur le renforcement des frontières extérieures. Or, lorsque l'on voit qu'aujourd'hui des
des pays comme l'Italie ou comme la Grèce, avec la route des Balkans, sont beaucoup plus exposés que d'autres pour gérer ce problème de flux migratoire. Selon vous, quelle réponse pourrait apporter l'Europe pour justement, quelque part, renforcer la solidité de ces frontières extérieures qui sont quand même communes, et pour que certains pays, comme la Grèce ou l'Italie, ne se retrouvent pas seuls à gérer des problèmes qui concernent l'ensemble des pays? Comme vous venez de le dire, et ceux qui sont moins familiers avec tous ces concepts, la zone Schengen, c'est la zone qui nous permet de voyager en 23 pays, pas tous les pays de l'Union européenne, 23 pays d'une façon libre, sans passeport, sans visa. C'est un grand acquis. C'est un grand acquis, c'est un des piliers de l'Union européenne. On a eu la crise des réfugiés, et certains ont dit à ce moment-là, c'est la fin de la zone Schengen. C'est la fin. On a même fermé ici un poste le nord de la France, c'est tout près de Dunkerque, tout près de Calais, un poste entre la France et la Belgique. On dit on a fermé la frontière franco-belge. Au dernier compte, il y a au moins 300 moyens de passer la frontière franco-belge. On a fermé une façon temporaire un poste, disons, de douane, comment ça s'appelait dans le temps, un poste frontalier. Il y a, disons, toujours des contrôles entre l'Allemagne et l'Autriche. Il y a des contrôles, si je m'abuse, entre l'Allemagne et le Danemark. Je crois que c'est plutôt pour des raisons politiques qu'on les maintient, parce que pour des raisons, le flux migratoire qui vient de ces pays, eh bien, il est devenu pratiquement inexistant depuis mars 2016. Mais pour 95%, la zone Schengen marche maintenant comme elle marchait avant la crise des réfugiés. Et même les exceptions qu'on a données sur ces deux frontières et quelques autres aussi, ce sont des exceptions qui rentrent dans la législation Schengen, qui ne va pas à l'encontre du système qu'on a mis sur pied. Donc ça, c'est pour l'intérieur. Donc c'est un grand acquis, on a réussi à garder l'acquis. Est-ce qu'il y a des problèmes? Bien sûr, il y a des problèmes. Mais on a, malgré cette grande pression, gardé ce système. Mais bien sûr, il ne peut fonctionner bien que s'il y a une protection de ce qu'on appelle les frontières externes. Mais là, il faut être très clair. On ne peut pas protéger les frontières externes sans la coopération des pays frontaliers, des pays riverains. Et on ne peut pas protéger, disons, la frontière entre la Turquie et la zone Schengen, c'est-à-dire les îles grecques, parce que la Grèce est membre de la zone Schengen, et les îles grecques, les milliers d'îles, mais surtout les îles qui sont en face de la côte turque, eh bien, c'est la zone Schengen. Donc, si on veut protéger ces îles contre un nouveau flux d'immigration, il faut l'accord des Turcs. Parce que s'il y a des gens qui quittent le territoire turc ou les côtes turques, eh bien, ou bien on entre dans les eaux territoriales turques, et ça va à l'encontre du droit international, ou bien ces gens-là, ces immigrés, ces pauvres réfugiés se trouvent dans les eaux territoriales grecques, eh bien, on y a une obligation internationale d'aider les gens en détresse. Donc c'est compliqué. Le seul moyen d'arrêter le flux, si on veut l'arrêter, c'est de coopérer avec les Turcs. Ce qu'on a fait, l'accord Union européenne-Turquie de mars 2016 a bien fonctionné et fonctionne toujours. C'est aussi dans l'intérêt de la Turquie, parce que s'ils ouvrent leurs frontières et s'ils permettent à nouveau des réfugiés des zones de guerre, Syriens, Afghanistan, Irak, d'entrer en Europe, eh bien, ils doivent passer par la Turquie. Et donc, la Turquie devient un pôle d'attraction. Et en Turquie, il y a déjà 2,5 millions
de réfugiés syriens qui se trouvent sur leur territoire et qui posent aussi problème. Ils n'ont pas envie d'être un pôle d'attraction, même en tant que pays de passage. Il y a bien sûr l'autre zone délicate, c'est la zone avec la Libye. Et là, je deviens beaucoup plus prudent. Il y a apparemment des accords ou des soi-disant accords entre l'Italie et certains en Libye, cautionnés ou non par les instances européennes pour freiner aussi cette immigration qui est plutôt économique, comme on dit, et qui vient de la plupart de certains pays africains et qui passe par la Libye pour aller en Italie et à partir de l'Italie dans d'autres pays, dont bien sûr l'Allemagne. Je ne suis pas au courant de ce qui s'est vraiment décidé, mais il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes aussi sur certains aspects de ces accords. Dans le temps de Kadhafi, M. Berlusconi avait un accord avec Kadhafi. Et donc il n'y avait pratiquement pas de migrants qui pouvaient passer la Méditerranée. D'ailleurs, un aspect de ce mouvement, c'est bien sûr qu'il y a des milliers de gens qui sont morts, qui sont noyés en Méditerranée. Heureusement qu'il y en a des milliers et des milliers qui sont sauvés par des ONG, par la marine italienne et aussi par des bateaux européens, parce que ça aussi, ça fait partie de la réalité qu'on a un drame humanitaire sur le territoire africain, mais en même temps, il y a aussi ici une vague de générosité aussi de pas mal d'Européens pour aider ces pauvres gens qui peuvent se trouver leur fin, disons, en Méditerranée. Mais on ne peut pas protéger nos frontières externes sans la participation des riverains. Pour revenir à votre question, bien sûr, l'Italie et la Grèce ont repris pas mal de gens en premier lieu. Et même si leur destination finale n'est pas la Grèce et l'Italie, mais quand les autres ferment leurs frontières, ils restent dans ces pays. C'est pourquoi que la Commission européenne avait proposé de répartir, disons, des dizaines de milliers de ces gens sur tout le territoire européen. Il y a eu un vote au Conseil des ministres des Affaires de l'Intérieur et de la Justice, il y a bientôt 2 ans. La mise en application a pris beaucoup de temps. Il y a certains pays qui refusent de l'appliquer. Pratiquement tous les pays ne l'ont pas appliqué, disons, de façon correcte, mais certains le refusent même de l'appliquer tout court. Ils vont à la Cour de justice, et même si la Cour de justice donnera son jugement, certains menacent de même pas respecter ça. Ça, c'est inacceptable, non seulement sur le plan des valeurs, la solidarité, mais aussi sur l'état de droit. Si on a pris une mesure qui est une mesure légale, en bonne et due forme, et qu'on refuse de l'exécuter dans certains pays, eh bien ça c'est inadmissible, ça c'est inacceptable, et ça nécessite certaines mesures. On n'y est pas encore, mais on approche de ce moment. Donc la solidarité fait partie, disons, comme je viens de le dire, de tout compromis européen, aussi dans la politique de migration. Ce n'est pas uniquement sur le plan socio-économique, c'est aussi dans la partie de migration. Mais il y a un problème. Ma dernière réflexion, certains pays devraient reprendre quelques milliers de réfugiés. Eux parlent, ça c'est la fin de notre civilisation. On va être envahi, disons, par l'islam. Si sur une population de 5 ou de 10 millions, on ne peut pas recevoir quelques milliers de gens qui ont une autre religion, alors votre propre civilisation est très faible si vous avez tellement peur de quelques milliers sur une population de quelques millions. Et une dernière question.
Oui, bonjour et merci pour votre intervention. J'ai en fait deux questions, comme ça j'en profite. La première, c'est de dire que l'Europe s'est fortement constituée autour du couple franco-allemand, qu'on s'aperçoit que ce couple il est en train d'évoluer, tout au moins économiquement. D'un côté, l'Allemagne, avec la réunification, qui a pris un pouvoir politique et économique surtout de plus en plus important, puis la France qui, un peu à la traîne derrière, là. Est-ce que ce n'est pas potentiellement dangereux d'avoir un pays qui va devenir aussi dominant en Europe et une France notamment, mais pourquoi pas les autres, qui vont avoir du mal à accepter cette domination économique de l'Allemagne? Ça, c'est la première. La deuxième, elle est un peu bateau parce qu'on en entend parler partout, mais comment faire en sorte que les Européens se rapprochent de ces institutions et aiment un peu plus leur Europe? Y a-t-il pas des efforts importants à faire pour que, ou peut-être des efforts au niveau des institutions elles-mêmes pour plus de démocratie en Europe et plus de proximité entre le peuple et l'Europe? Merci. D'abord pour le couple franco-allemand et disons le poids économique de l'Allemagne. L'Allemagne, à partir des années 60, était le pays le plus fort économiquement parlant. Je me souviens comment j'ai été étudiant, même dans cette période-là, le Deutschmark se réévaluait constamment. Et donc, ça veut dire que si eux réévaluent, en fait, les autres dévaluent. En France, il y a eu aussi des dévaluations pures et simples, hein. Mais donc, il y a eu le Deutschmark s'est renforcé depuis, comme je viens de dire, depuis les années 60, certainement 70. Hein. Donc, c'est pas nouveau, ça. C'est pas nouveau. Même, vous avez évoqué la réunification allemande. Bien, la réunification allemande, les 10 premières années n'étaient pas les années les plus heureuses économiquement pour l'Allemagne. C'est une période de stagnation. À la fin des années 90, début de ce siècle, la croissance économique en France était plus forte qu'en Allemagne. Et d'ailleurs, le gouvernement d'antan de M. Jospin s'en vantait. Hein. Nous avons des performances économiques qui sont meilleures que l'Allemagne. L'Allemagne s'est repris il y a 10 ou 15 années avec des réformes structurelles qui vont très loin. Et qui était impopulaire, mais le gouvernement d'antan, c'était avant Mme Merkel, a eu le courage, c'est le mot qu'on peut employer, de les faire de sorte que les successeurs en ont profité. Mais donc l'unification en termes démographiques a rendu l'Allemagne plus forte que la France, mais sur le plan économique, l'Allemagne était déjà très forte il y a des dizaines d'années et la période d'unification a été un mauvais moment même. Je crois que, en fait, il y a eu dans le couple franco-allemand un équilibre entre deux éléments. On savait que l'économie allemande était forte et performante, mais la France compensait cela par son poids politique. À certains moments, par, disons, l'importance ou la personnalité des présidents qui ont joué un très grand rôle à partir de Gaulle jusqu'à François Mitterrand et d'autres. Et donc, il y avait une compensation politique par rapport au poids économique de l'Allemagne. À un moment donné, même ça s'est perdu. Et je crois qu'une des mérites du président français, c'est qu'il veut rééquilibrer sur le plan économique, mais ça prend du temps. Il y a des réformes qui ont été décidées avant qu'elles produisent un résultat tangible, ça prend un certain temps. Mais il a eu, disons, le courage de prendre ces mesures, très appréciées en Allemagne, quoique ce n'est pas un argument en France, hein. Mais parce que l'Allemagne veut bouger sur le plan européen à condition que tout le monde s'engage dans une politique aussi de réforme, une politique
qui restaure la compétitivité de chacune de ces économies. Et le président Macron a relancé des idées sur le plan politique, et ça aide aussi parce que, je ne dis pas que le monde est gouverné par les idées, mais avoir des idées, c'est un atout, c'est un avantage. Et donc là, on est vraiment au milieu du débat, et on est même le moteur quand on a le courage de formuler certaines idées qui ne sont pas farfelues du tout, qui sont des idées qui ont une chance d'être réalisées. Mais à nouveau, il ne peut pas applaudir que d'une main, il faut que l'Allemagne et les autres pays de part et d'autre soient à bord. Donc, je crois qu'il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire. Bien sûr, l'Allemagne maintenant, sa première tâche, c'est d'avoir un gouvernement stable, d'éviter de nouvelles élections, et ce n'est que par après qu'on peut vraiment aller de l'avant avec le projet européen. Deuxième chose, c'est est-ce que les institutions ne doivent pas devenir beaucoup plus crédibles sur le plan démocratique. Vous savez, l'Union européenne, ce sont les États membres. Pas uniquement les États membres, mais ce sont les États membres. Et il n'y a rien dans l'Union qui peut se faire sans les États membres. Il n'y a rien qui peut se faire. La Commission peut proposer, je dis toujours, la Commission dispose, les États membres propose, les États membres disposent. C'est comme ça que ça fonctionne. Et l'organe le plus important de l'Union, c'est le Conseil européen. C'est une institution, parce que c'est plus qu'un organe, c'est une institution qui regroupe les États membres et la Commission européenne. Et donc c'est eux qui définissent les grandes orientations. Et chacun de ces membres du Conseil européen, président ou Premier ministre, ont une légitimité démocratique très très forte. C'est pour ça qu'ils pèsent si lourdement dans la prise de décision, parce qu'ils ont cette légitimité démocratique. Il y a en dehors de cela le Parlement européen qui est élu, disons, directement, qui n'est pas qui est une autre institution que les parlements nationaux, qui est élu directement et qui ont eu aussi leur légitimité. Donc en fait, les institutions européennes bénéficient de deux légitimités. L'une nationale, qui en fait forme l'organe le plus important, l'institution la plus importante de l'Union, et l'une directement élue par le peuple, le Parlement européen. On dit que le Parlement européen ne représente que 40% parce qu'il y a un taux de participation assez faible. C'est vrai, mais il y a beaucoup de présidents américains qui ont été élus avec un taux de participation de 50%. On peut faire mieux que ces 40%, mais ils sont élus d'une façon correcte et ils représentent le peuple européen. Donc on a deux sortes de légitimité démocratique. Il y a moins de déficit démocratique qu'on le croit. Le grand problème de l'Europe, les dernières années, c'est qu'il y a eu des crises multiples et les gens ont une exigence par rapport aux hommes politiques, c'est-à-dire de produire des résultats en termes de stabilité de leur monnaie, parce que là, c'est la garantie pour leurs dépôts, pour leur épargne, et de stabilité de leur société. C'était la crise migratoire, la crise des réfugiés. Et donc, il faut des résultats des politiques. Je dirais, la façon dont les élus sont élus, c'est important, mais les résultats comptent aussi ou comptent surtout. Et sur le plan des résultats, on a pas mal de choses qu'on a réalisées ces dernières années. Mais il faut une chose, et c'est mon dernier mot. Si les leaders ne défendent pas leurs propres décisions et ne se vantent pas de leurs propres réalisations, comment veux-tu que le peuple
soit, disons, euro-enthousiaste. On ne peut pas chanter l'ode de la joie si les leaders ne sont pas joyeux. Et j'espère que je vous ai convaincu un tout petit peu. Merci beaucoup, Monsieur Van Rompuy. La conférence touche désormais à sa fin. L'Agora souhaite remercier l'EDEC, la régie et l'équipe des appariteurs pour leur aide logistique, mais aussi ses partenaires Exco Douai, le Crédit du Nord, PwC, le Furet du Nord, Grand Lille TV, mais aussi la Manufacture pour leur confiance. Merci beaucoup.